Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous dans ce cycle des conversations au salon. Je vous fais un peu de publicité pour les prochaines, tant que vous êtes tous là, en vous disant que cette première conversation va être suivie le 30 mai par une conversation qui sera consacrée aux spectacles coloniaux dans le cadre desquels il y avait donc des exhibitions humaines. Puis le 13 juin, la thématique sera liée au chocolat, toujours dans ce contexte de la Suisse coloniale. Et le 27 juin, on abordera la question des missions médicales jusqu'à l'humanitaire. Voilà, je remercie beaucoup Fabio Rossinelli qui est là, qui a créé cette programmation pour vous et pour nous. Et puis, elle pourra être retrouvée dans quelques temps pour cette première conversation en vidéo et en podcast sur le site colonialgeneva.ch, qui est le site de l'exposition. Vous pouvez aussi le retrouver à partir du site web institutionnel du MEG pour cliquer dessus. Voilà. Donc les quatre conversations seront enregistrées et rediffusées par ce canal-là. Aujourd'hui, on va donc aborder une conversation qui est dédiée à la colonisation et l'indépendance de la Suisse au Congo via Genève. Et nous allons donc accueillir, ils sont là, Fabio Rossinelli et Lisa Mpango Zanetti. On va commencer avec Lisa pour que je présente ton parcours, Lisa, mais je vais le faire très scolairement pour rien oublier. Tu es donc diplômée en sciences politiques avec une spécialisation en histoire contemporaine et tu as travaillé à l'université de Lausanne et à celle de Genève. Tu t'intéresses à l'implication de la Suisse dans l'impérialisme européen des 19 et 20e siècles et aux dynamiques postcoloniales qui influent sur la société helvétique contemporaine. Ta contribution la plus récente, parue dans la revue genevoise Le Globe, que voilà. En 2023, tu analyses la politique d'asile suisse à la lumière des intérêts économiques du pays dans le Zaïre de Mobutu. Plus généralement, ton approche vise à mettre en lumière les acteurs et actrices marginalisés de l'histoire, soulignant ainsi l'importance d'une perspective inclusive dans l'analyse historique. Et Fabio Rossinelli, qui, je vais d'abord commencer par ton concours au sein de cette exposition. Fabio est venu apporter son soutien, son expertise historique pour tout ce parcours collection de l'exposition. Il a rédigé aussi de nombreux contenus que vous pourrez retrouver. Voilà. Et par ailleurs, tu as conclu ta thèse de doctorat en histoire en 2020 à l'Université de Lausanne, où tu collabores en tant que chercheur et enseignant d'histoire coloniale suisse. Tu travailles aussi à l'Université de Genève dans le département de géographie et tu es l'auteur, cette fois-ci, notamment de Géographie et impérialisme de la Suisse au Congo entre exploration géographique et conquête coloniale. Tu es aussi le coéditeur scientifique de l'ouvrage collectif de la Conférence géographique de Bruxelles à l'État indépendant du Congo, qui paraîtra en 2026 à l'occasion du 150aire du début de la colonisation européenne au Congo. Voilà. C'est une première conversation, on le disait, qui est dédiée aux relations de la Suisse au Congo. Et cette histoire des relations helvético-congolaises, elle repose sur une implication genevoise non négligeable qui débute avec l'adhésion de la Société de géographie au projet d'exploration et de colonisation de l'Afrique centrale promu par le roi des Belges Léopold II à la fin du XIXe siècle. Les rapports entre la Suisse et l'État indépendant du Congo, puis du Congo belge devenu officiel, vont créer les prémices des relations bilatérales instaurées lors de l'indépendance congolaise. Le pouvoir fédéral de Berne va alors se rendre complice de la dictature de Mobutu à Kinshasa. Quelles sont les retombées de ces événements en Suisse ? Comment nous aide-t-il à comprendre le rôle du pays dans les politiques de domination globale aux ères coloniales et postcoloniales? C'est ce que vont nous expliquer en détail Lisa Mpango Zanetti et Fabio Rossinelli, que nous avons donc la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai essayé de parler distinctement et fort. J'espère que c'est suffisant parce qu'on n'a pas de micro pour l'instant.
Si jamais vous avez un souci parce que c'est voilà, difficilement audible, dites-le nous et puis on fera autrement. Voilà. On essaye comme ça en tout cas, si ça vous va. J'ai l'impression que ça vous va. Voilà. Alors, Lisa, je vais commencer avec une question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et des raisons qui t'ont poussé à étudier la Suisse coloniale et postcoloniale? Oui, déjà, bonjour à tous et à toutes et merci pour être là. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Alors, pour répondre à ta question, je pense que pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai décidé de me focaliser sur l'histoire coloniale et postcoloniale de la Suisse, il faut d'abord que je vous parle de mon parcours individuel en tant que femme afrodescendante en Suisse et aussi du contexte d'où je viens et dans lequel j'ai grandi. Donc, en fait, comme vous pouvez peut-être l'entendre depuis mon accent, moi, je suis née et j'ai grandi au Tesson. Et même si je suis, entre guillemets, tessinoise de naissance, depuis toute petite, j'ai été confrontée au fait de ne pas vraiment ressembler esthétiquement à la plupart des personnes qui étaient autour de moi. Alors là, peut-être il faut que je vous fasse une petite parenthèse parce que je ne sais pas si tout le monde sait comment c'est le contexte tessinois. Mais le Tesson, il n'est pas vraiment connu pour sa diversité. Et surtout aux années 90, quand moi j'étais petite, la plupart de la population, elle était blanche. Et donc, cette absence de diversité, elle était et est toujours accompagnée très, très souvent par une difficulté à aborder la thématique du racisme. Je dirais que c'est presque un argument qui est tabou parfois au Tesson, parce que quand on essaye d'en parler, on nous dit souvent qu'on est trop sensible, qu'on prend les choses très, très personnellement, qu'on voit le mal partout, etc. Et pourtant, ce racisme au Tesson, comme ici et dans beaucoup de contextes, il est bien présent, même dans des gestes qui sont très, très petits, comme des petits commentaires, des regards, etc. Et peut-être pour vous illustrer ça, je pourrais vous donner un exemple qui est très actuel, car en fait, chaque année, on organise à Mendrisio, qui est une ville tout au sud du Tesson, cette procession historique, c'est-à-dire un défilé à caractère religieux, qui est très, très suivi et aimé par la population, et par une partie de la population. Et dans cette procession, il y a plusieurs acteurs et actrices qui se colorent les visages noirs pour représenter les mœurs. Et cette pratique, qu'on peut catégoriser de blackface, elle est considérée par beaucoup de personnes, moi comprise, comme quelque chose qui est très offensant parce que, il me semble absurde de devoir toujours expliquer pourquoi ça ne va pas vraiment de se déguiser en noir, comme si la couleur des peaux, elle était un costume qu'on peut se mettre et puis élever sans vraiment faire face aux discriminations qui viennent avec. Mais bon, tout cela juste pour vous dire que même s'il s'agit d'une pratique qui est considérée comme offensante, elle voit beaucoup de défenseurs. Donc cette pratique, elle a toujours de la peine à disparaître. Elle est toujours là et il y a énormément de personnes qui sont prêtes à tout mettre en œuvre pour défendre cette tradition. Et pourtant, je me dis aussi qu'il y a plein de traditions qu'on a heureusement abolies. Mais bon, tout cela, c'est juste pour vous donner un petit peu de contexte. Et donc voilà, moi j'ai grandi au Tesson et réalisant que la couleur de ma peau, de la peau de ma mère, de ma sœur, elle faisait en sorte qu'on était souvent, parfois plus, parfois moins, traités, vous, et abordés de manière différente. Et je pense que je pourrais vous donner plusieurs exemples, mais comme par exemple le fait qu'on était chaque fois arrêtés quand on traversait la frontière, etc. Mais je pense que ce n'est pas vraiment l'objectif aujourd'hui. Et donc, je pense que ce qui a vraiment marqué en tournant pour moi, c'est mon déménagement à Lausanne, où je suis venue pour commencer des études en sciences sociales. Et je me suis retrouvée dans un environnement où cette expérience de la diversité, elle pouvait finalement être expliquée ou du moins contextualisée. Et donc, ce sont surtout les lectures, mais aussi les conversations que j'ai eues avec des personnes autour de moi qui m'ont amenée à réfléchir sur le fait que le racisme, il n'était pas une affaire individuelle, une affaire individuelle commise par des personnes ignorantes, mais que c'était quelque chose de systémique et qui avait des racines historiques qui étaient présentes aussi ici, dans une Suisse qui se veut neutre et sans passé colonial.
Et donc, je me suis rendu compte que le racisme, tout comme d'autres systèmes qui légitiment des dominations comme le sexisme et le classisme, ils pouvaient finalement être discutés et, dans une certaine mesure, expliqués. Et dans tout cela, moi, j'ai juste décidé que je voulais faire partie de ces débats pour surtout comprendre et arriver à combattre au mieux ces dynamiques. Donc, c'est ça. Merci Lisa, c'est très important d'avoir introduit ton engagement de cette manière-là. Est-ce que Fabio, tu peux nous expliquer comment toi tu as commencé à t'intéresser à ces relations Suisse-Congo, Congo-Suisse? Oui. Oui, j'y suis arrivé là il y a environ 12 ans, lorsque j'étais en train de terminer mon parcours classique d'étudiant à l'université, le master. Il fallait faire un travail final de master, le mémoire de master. Et j'avais choisi d'explorer, disons, un terrain, à l'époque, si ce n'était pas un terrain nouveau, c'était quand même un terrain très marginal dans l'historiographie, qui consistait à interroger, disons, l'implication de la Suisse, ce qu'aurait pu être l'implication de la Suisse dans l'impérialisme colonial du 19e siècle. Voilà, je vous parle de 2011. Et 2011-2012, à cette époque-là, disons que tout le monde s'en fichait un peu de savoir si la Suisse, oui ou non, elle avait participé au colonialisme. Ce n'était pas une question à l'agenda politique ou médiatique. Ce n'était pas un truc débattu publiquement. Et puis, a priori, la plupart des gens qu'on essayait de pousser vers cette question, on vous répondait non. La Suisse, en tant qu'État, n'avait pas de colonie, n'a pas administré de colonie, pas d'accès à la mer. Donc c'est absurde, c'est tout simplement absurde de parler de passé colonial helvétique. Voilà. Alors, donc j'étais un jeune chercheur, fan de mon truc de master. Et j'étais l'une des rares personnes, pas le seul, mais l'une des rares personnes qui s'intéressait activement à ce sujet il y a 12 ans. Et j'avais lu à l'époque dans certaines études en littérature secondaire, donc littérature scientifique, c'était surtout anglo-saxonne, française, j'avais lu un peu sur des sociétés de géographie, les sociétés de géographie. Et je lisais que les sociétés de géographie au XIXe siècle étaient un peu des moteurs du colonialisme dans le cadre des empires coloniaux. C'est-à-dire que dans ces sociétés de géographie, qui étaient des entités privées, se retrouvaient les milieux dirigeants des pays pour étudier principalement la géographie d'outre-mer, qui au XIXe siècle était une géographie encore en phase d'exploration, une exploration qui anticipait et accompagnait souvent la colonisation. Et puis, au sein de ces sociétés de géographie, on ne se limitait pas à faire des récits, des cartes, etc. Mais on récoltait de l'argent, on programmait, on exécutait également des expéditions outre-mer. Voilà. Et à partir de ces initiatives des sociétés de géo, il y avait à la fois les entreprises et les gouvernements impériaux qui auraient pu s'appuyer pour lancer des programmes d'expansion plus ou moins officiels envers l'outre-mer. Et ça, c'est ce qu'en gros je lisais dans la littérature. Et je me suis dit, tiens, là, c'est très intéressant, ça peut être une bonne porte d'entrée. Pourquoi? Parce que Genève avait, comme d'autres villes suisses, avait une société de géographie à cette époque. Et c'était par ailleurs la première société de géographie fondée en Suisse en 1858. Et un peu par hasard, disons, les circonstances ont fait que, à cette époque-là où je m'approchais de ce sujet, bien, les archives de la Société de géographie de Genève venaient d'être déposées dans les collections documentaires de la Bibliothèque de Genève. Donc, il y avait libre accès. Et je me suis dit, bon, allons-y, allons voir un peu, pour parler de Suisse et colonialisme, utilisons ce cas genevois de la Société de géographie de Genève, aussi parce qu'il n'y avait rien qui avait été écrit là-dessus. Enfin, je pars du point de vue entre guillemets scientifique. Enfin, Société de géographie de Genève, il y avait une page Wikipédia avec 3 lignes. J'avais un peu regardé les catalogues bibliothécaires, il y avait 2 brochures autoproduites, dont la plus récente datait d'il y a 70 ans. Voilà. Donc, c'était un sujet qui se prêtait bien vraiment pour la réalisation d'un mémoire de master. Et c'est comme ça que je suis arrivé là. Donc, pourquoi le Congo? Où se trouve la transition Société de géographie de Genève et Congo? Bon, c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est en gros les archives. Lorsque j'ai commencé à consulter les archives, à voir un peu comment cette Société de géographie de Genève marchait, voilà, avec un certain étonnement,
j'ai vu dans les sources donc, que l'un des axes principaux des activités de cette société, en tout cas dans ses premières décennies d'existence, bien, ça concernait l'exploration et la colonisation de l'Afrique centrale et du Congo. Et j'ai tombé un peu de nuage parce que, à cette époque, je venais d'achever la lecture d'un livre de Adam Hochschild qui s'appelait The Ghost of King Leopold. Je ne me souviens plus le titre en français. C'est un best-seller qui raconte l'histoire de la colonisation du Congo à l'époque de Léopold II, donc le roi des Belges, avec toutes ces atrocités, les mains coupées. Et ce livre qui était extrêmement bien documenté, passionnant à lire, voilà, jamais il a fait mention de la Suisse, jamais une fois. Et en général, je me disais, voilà, le Congo, c'est Léopold II, effectivement. C'est l'État indépendant du Congo, c'est la Belgique, c'est l'Afrique centrale, bien évidemment. On oublie souvent que dans l'histoire coloniale, il y a le rôle des colonisateurs, mais aussi le rôle des colonisés. Mais la Suisse, rien. Donc voilà, j'étais un peu étonné de découvrir ces liaisons entre la Société de Géo de Genève et le Congo. Et donc ces liaisons, quelles sont-elles? Explique-nous pourquoi la Société de géographie a participé à cette colonisation du Congo privée. Oui. Peut-être tout d'abord, 19e siècle, la Société de géographie de Genève, qui participait à cette Société de géo? Il y avait, disons, toute pas toute, mais un bon tas de la bonne société genevoise. J'utilise les guillemets. Il y avait d'importantes personnalités. Il y avait la famille, des représentants de la famille lombarde, Pictet, de Saussure. Il y avait Henri Dunant, le célèbre cofondateur de la Croix-Rouge, mais qui était aussi un colon affairiste en Algérie. Enfin, donc, il y avait ce type de gens-là qui s'intéressaient activement à l'outre-mer, voire même avaient déjà une certaine expérience avec l'outre-mer. Voilà. Et il se passe que Léopold II, donc le roi de Belge, en 1876, il lance un projet d'exploration et de colonisation de l'Afrique centrale. Il parlait d'Afrique centrale à l'époque, non pas du Congo. Voilà. Et pour lancer ce projet privé, international, Léopold II, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper les portes des sociétés de géographie en Europe pour demander une collaboration, pour demander de l'argent, voilà. Et donc, Genève, la Société de Genève, elle n'est pas directement invitée par Léopold II dans ce méga projet d'exploration et de colonisation, mais elle reçoit quand même une notification, voilà, une notification d'office qui arrive de Bruxelles, elle arrive à Genève. Et c'est donc sur la base de cette notification que c'est la Société de géographie de Genève elle-même qui se propose spontanément à Léopold II de participer, de devenir son partenaire quelque part. La question est de savoir pourquoi. Bon, il y a plusieurs raisons, je ne vais pas les énumérer toutes aussi parce que parfois ça rentre encore dans l'ordre des hypothèses, mais il y a également un certain nombre d'évidences. Et parmi ces évidences, c'est un fait, il y avait un discours très à la mode au XIXe siècle qui était le discours de la civilisation, vous voyez. Donc, notamment pour l'Afrique centrale, selon Léopold II, la civilisation devait être opérée sur deux volets, disons. Voilà. Il y avait tout d'abord le volet de cartographier le territoire, parce que l'Afrique centrale, ce qui représente aujourd'hui en bonne partie le territoire congolais, n'était pas encore cartographié en Europe. Donc il y avait un peu ce discours scientifique, le progrès de la science, etc. Et puis le deuxième volet, c'était qu'au Congo, en Afrique centrale, encore une fois, elle parlait plutôt d'Afrique centrale, ça commençait de l'Est, puis voilà. Mais il y avait le récit qui circulait en Europe, comme quoi il y avait une traite d'esclaves. Une traite d'esclaves menée par des Arabes, musulmans, etc. Donc il s'agissait d'abolir cette traite, c'était un acte humanitaire, philanthropique, voilà. Ça, c'était les deux gros arguments de Léopold II pour présenter son projet. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a cette notification qui de Bruxelles arrive à Genève, et puis c'est Gustave Moynier qui la reçoit. Gustave Moynier, vous le savez, vous ne le savez pas, je vous le dis, il est un notable philanthrope et juriste genevois, cofondateur de la Croix-Rouge, président pendant 30 ans au plus de la Croix-Rouge. Et puis c'est également la personne qui s'occupe dans la Société de géographie de Genève un peu de gérer la paperasse qui arrive et qui sort. Voilà. Et lorsque Moynier il reçoit cette notification, il en reste enchanté. Il en reste enchanté, lui. Et donc, comme disons, il voit une opportunité dans ce projet de Léopold II
d'exporter cet humanitarisme poussé envers un nouveau continent. Qui sait qu'est-ce qu'il a dans la tête, mais il reste enchanté. Et puis Moignet, il est un homme d'action, donc il ne se limite pas juste à rêver. Il va tout de suite en parler avec le bureau directeur de la Société de géographie de Genève. Ils disent, Léopold II, il fait ça à Bruxelles, il vient de se réunir pour une conférence internationale. Est-ce que nous, les Genevois, on devrait adhérer à ce projet? On devrait. Donc, ils discutent en assemblée dans la Société de géographie de Genève. Et puis, assez vite, ils décident d'adhérer à cette initiative. Et pour ce faire, pour rendre les choses même un peu plus costauds, la Société de géographie de Genève, elle va fonder un comité national suisse, pour regrouper un peu la grande bourgeoisie du pays, en provenance de Saint-Gall, de Berne, de Zurich, des principaux pôles du pays, pour pouvoir collecter de l'argent et l'envoyer à Bruxelles, à Léopold II, argent avec lequel Léopold II peut cofinancer ses expéditions coloniales en Afrique centrale. Voilà. Après, je ne vais pas faire trop long. Il ne faut pas quand même non plus voir dans ce comité suisse-africain qui est fondé un truc tout à fait harmonieux. C'est-à-dire, il y a des contradictions. Par exemple, les Saint-Gallois, ça représente l'industrie du textile au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, le textile, c'est la branche la plus exportatrice de Suisse dans le monde. Donc les Saint-Gallois se disent, OK, on va cofinancer, on va donner de l'argent à Léopold II pour l'Afrique centrale, pour son truc en Afrique centrale, mais en revanche, on s'attend qu'il y ait une ouverture de marché pour nous, pour notre industrie textile. Tandis qu'à Genève, au sein de la Société de Géo, on en discute. On se dit, qu'est-ce que nous, on pourrait exporter dans ce nouvel marché congolais? Rien, on a juste des montres, ce n'est pas un article adéquat. Mais par contre, on a une place bancaire, donc on a le capitaux à investir, c'est une place humanitaire, diplomatique. Oui, il y avait différentes visions et stratégies, il y a des débats qui surgissent, mais bref. OK, j'arrive au terme. Malgré tout, s'il y a une personne qui, plus que les autres, s'investit dans ce projet de Léopold II à Genève, c'est Gustave Moignet. Et je me limiterai à vous donner 3 exemples de ce que Moignet il fait. Tout d'abord, c'est lui qui est le délégué officiel de la Suisse pour aller à Bruxelles, pour représenter la Société de Géo, l'implication suisse, et puis il en parle en face de Léopold II. C'est lui vraiment le délégué. Il décide, avec l'appui et le soutien de Léopold II, de lancer une revue mensuelle de propagande coloniale qui s'appelle « L'Afrique explorée et civilisée » et dont vous trouverez dans cette vitrine-là l'image de couverture. Et Moignet, il est aussi un juriste, donc il va mettre à profit de Léopold II son expertise juridique pour assurer la création en 1885 de l'État indépendant du Congo. Et à la fin, il est également nommé, Gustave Moignet, consul général du Congo en Suisse, à Genève. Cela se passe en 1890, pardon. Et puis c'est un mandat que Moignet va conserver jusqu'en 1904. En 1904, il démissionne, il évoque des raisons de santé, alors qu'en 1904, et plus généralement en ce début du XXe siècle, il y a ce fameux scandale des mains coupées qui circule dans la presse. La presse occidentale dénonce massivement les atrocités, les abus, les horreurs commis par l'administration léopoldienne au Congo. Mais sur ce scandale, Moignet le philanthrope, il ne va pas dire un mot. Par contre, il démissionne, il prend un peu ses distances en disant « voilà, c'est parce que je suis vieux, je suis un peu malade que je m'en vais ». Voilà. Alors justement, ce Gustave Moignet qu'on connaît plutôt pour son rôle de cofondateur et de président de la Croix-Rouge, Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer si cette institution humanitaire est-elle aussi impliquée au Congo? Est-ce que c'est Gustave Moignet l'homme ou est-ce que c'est aussi la Croix-Rouge qui suit sa personnalité? Oui, oui, la Croix-Rouge était en fait active au Congo. Et comme nous a expliqué maintenant Fabio aussi, ce n'est pas vraiment quelque chose de surprenant en soi, parce que dès le début de la colonisation de Léopold II, celui-ci justifie sa présence et la présence de cet État personnel sur le territoire avec des arguments qui sont humanitaires et donc liés à cette fameuse mission civilisatrice.
Donc oui, cette institution, elle était active au Congo et elle faisait partie, d'une certaine manière, de l'appareil de légitimation du projet colonial privé de Léopold II. Donc, même si son existence au Congo est en fait, qu'on connaît, il n'existe pas vraiment des études historiques qui traitent de la genèse et de la disparition de cette institution au Congo. Et c'est donc pour cette raison qu'avec Fabio, on a décidé d'aller explorer les archives du Comité international de la Croix-Rouge, qui se trouve ici à Genève, et qui nous ont donné quelques pistes pour mieux comprendre l'implication de cette institution au Congo. Donc, si on remonte tout au début, le Comité congolais de la Croix-Rouge, il naît en 1888, donc juste 3 ans après la naissance de l'État personnel de Léopold II, sous initiative directe de ces derniers. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'analyser les statuts de ces comités. Parce que ces statuts, en fait, ils tenaient un discours qui était très ambigu et contradictoire. Car, en fait, d'un côté, les comités, il affirmait explicitement vouloir aider les colons européens au Congo et les Congolais qui, d'une manière ou d'une autre, ils soutenaient la mission civilisatrice de Léopold. Mais de l'autre côté, ces comités, ils affirmaient aussi vouloir aider les Africains et l'Afrique dans sa globalité. Donc, ces comités, ils tenaient un discours qui était à la fois lié aux intérêts des colons européens, mais en même temps aux intérêts de l'Afrique tout entière. Ce qui reflétait bien sûr aussi les ambitions expansionnistes de Léopold II en Afrique. Et ce qui n'a pas vraiment manqué aussi de faire énerver des autres puissances coloniales, comme par exemple les Portugais, qui n'ont pas hésité à demander directement à Moignet, qui était alors président du CICR, de remettre Léopold II à sa place. En plus, il faut aussi dire que ces comités congolais, il avait une structure qui n'était pas vraiment en règle par rapport aux autres comités nationaux, dans le sens que c'était un comité qui voulait agir sur les territoires congolais, ou plus généralement dans toute l'Afrique, mais en même temps, il avait son siège en Belgique, désolé. Et oui, il avait cette ambition très continentale. Et malgré tous ces problèmes, il y a Moignet, qui, je le rappelle, il était un des premiers partisans de Léopold et de son empire, qui arrive quand même à intégrer cette Croix-Rouge congolaise dans les comités internationaux, et donc à la rendre légitime au même titre que les autres comités nationaux. Donc oui, la Croix-Rouge, elle a existé au Congo, et ça jusqu'à la fin de la colonisation privée de Léopold II. Et Moignet, il a assuré personnellement, en première personne, cette existence. Désolée. Non, je t'en prie, merci beaucoup. Je pense que c'est très clair comme ça. Est-ce que, Fabio, maintenant, du point de vue de l'État, tu pourrais nous en dire plus, nous expliquer quelles sont les relations que la Suisse va mettre en place avec le Congo durant cette période coloniale? Oui, il y a 2 périodes coloniales pour le Congo. Lisa vient de l'évoquer un peu. Là, donc, je vous parle principalement de l'État indépendant du Congo. C'est l'empire privé de Léopold II. Ensuite, il y aura le Congo belge. Je serai beaucoup plus bref sur cette période-là. Donc, État indépendant du Congo, ça existe entre 1885 et 1908. Et puis, formellement, c'est un empire privé. Donc, ce n'est pas la Belgique, c'est uniquement Léopold II pour schématiser un peu la vision des choses. Et voilà donc la Confédération suisse. Donc, je parle du pouvoir public à Berne. Elle va instaurer des relations, je dirais, amicales avec cette nouvelle entité étatique qu'est le Congo léopoldien. Elle va instaurer des relations qui passent principalement par toute une série d'acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, via la Société de géographie de Genève notamment, avaient contribué à leur manière, avec Léopold II, à l'exploration, à la colonisation de l'Afrique centrale. Donc, il y a ce genre de liaison. Moignet, on a déjà dit, c'est consul général du Congo en Suisse à partir de 1890. Mais avant Moignet, il y avait un autre juriste, non pas genevois, mais vaudois, sauf erreur, qui s'appelait Alphonse Rivier.
Et cet autre juriste, il est nommé, sur demande de Léopold II, envoyé à Berne, voilà, il est nommé, Alphonse Rivier, consul de Suisse au Congo. Dans le paradoxe que Rivier, il ne va pas à Kinshasa ou ailleurs au Congo, il reste à Bruxelles, mais parce que le siège de l'État indépendant du Congo était à Bruxelles. Pourquoi je vous parle de Rivier? C'est important parce que c'est le premier consul qui est nommé en Europe par la Suisse, dans ce cas, mais dans le cadre de l'État indépendant du Congo. Autrement dit, l'État indépendant du Congo inaugure l'ensemble de ses relations consulaires en Europe en passant par la Suisse. Voilà. Après, en 1889, il y a un traité bilatéral qui est signé entre la Confédération suisse et l'État indépendant du Congo. C'est un traité classique de commerce, de liberté d'établissement, etc. Mais il fallait faire la démarche formelle parce que ça permettait à Léopold II de venir un peu plus ouvertement à frapper la porte de Berne et demander une petite série de services. Et je vais en mentionner un seul, qui me semble quand même très important, peut-être je n'ai marqué deux. Léopold II, il demande par exemple au Conseil fédéral d'arbitrer des litiges qui ont lieu autour de certaines frontières entre l'État indépendant du Congo et la France, dans un cas, et puis avec le Portugal aussi. Vous voyez, il va à Berne, enfin, il ne va pas physiquement à Berne, avec une série d'intermédiaires, mais il demande au Conseil fédéral, est-ce que vous voulez arbitrer ces litiges qu'on a, nous, en tant qu'empire, avec d'autres empires rivaux? Et le Conseil fédéral, il dit oui, on va arbitrer, on est bien content de le faire. Au début, je ne comprenais pas trop bien cette histoire, j'avais du mal, parce que personne ne parle pas non plus de la Suisse, de l'État suisse, en tant qu'arbitre de litiges impériaux, vous voyez. C'est un truc que l'historiographie n'a pas abordé. Et donc, c'était une piste, là aussi, pour arriver à comprendre un peu la dimension étatique de l'implication suisse dans le colonialisme. Et en gros, dans les sources de la Société de géographie de Genève, encore une fois, on discute de cette question de l'arbitrage de la Suisse, mais on ne le discute pas au moment où Léopold II pose cette question. On le discute 10 ans auparavant. Lorsque la Société de géographie de Genève se disait « il faut qu'on participe à la colonisation du Congo », elle se disait aussi « nous, en tant que Suisse, on va pas obtenir de colonies là-bas. Mais on s'en fout, c'est pas ça l'enjeu pour la Suisse. Pour la Suisse, l'enjeu, ça doit être d'être partie prenante de l'Europe impériale, d'entrer dans la cour des grandes en Europe, et on va le faire à notre manière, notamment on va jouer sur le terrain du droit international et sur le terrain de l'arbitrage. Et si possible, sur la prévention des conflits, vous voyez, ces spécificités un peu à la Suisse. Bref, tout ça, juste pour vous dire, ce n'était pas ni une fatalité, ni un imprévu, c'était une stratégie. C'était une stratégie qui, finalement, débouche, à travers différentes circonstances, dans ces demandes formelles de Léopold II à la Suisse pour arbitrer ses propres conflits coloniaux. Voilà. Après, bon, il y a la question économique. Bien évidemment, on parle de Suisse, il faut parler d'économie, désolé. Le Congo, il est connu dans l'histoire, en général, pour avoir été un lieu d'extraction mondiale du caoutchouc, donc cette fameuse matière première qui va rendre Léopold II richissime. Le caoutchouc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léopold II, avant de découvrir au Congo le caoutchouc, avant de mettre à profit cette exploitation territoriale et humaine, voilà, il y a quelques années qui passent. Et durant ces quelques années qui passent, Léopold II, il est en train de se ruiner financièrement par rapport à son empire privé du Congo, notamment parce qu'il n'y a pas une matière première qui permette d'être rentable et puis voilà, de payer les choses. Et donc, c'est dans ces premiers moments de crise financière, parce qu'il commence à vider sa caisse de famille, tout simplement, pour juste garder en vie son rêve colonial au Congo. Et c'est durant cette période, qui se passe entre 1888, 87, 89, je n'ai plus les dates en tête, mais Léopold II, il demande donc à la Suisse l'autorisation de pouvoir émettre une empreinte publique du Congo au guichet de banque suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez à la banque, dans les guichets, voilà, la Suisse, elle peut vous vendre des titres d'État appartenant au Congo, pour le dire rapidement.
Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que la Suisse, en 1888, c'est le seul pays en Europe qui fait ça, qui se met à disposition de Léopold II, à part la Belgique, à part les voisins de la Hollande, qui partagent avec la Belgique une histoire très commune, voilà. Mais c'est la Suisse, parce que la France, les autres grandes puissances, ils ne veulent pas aider Léopold II. Tout le monde sait que Léopold II, il est sur le point de chuter financièrement. Et alors, on attend juste qu'il chute parce que comme ça, on peut s'accaparer le Congo à sa place. Et dans ce contexte-là, donc c'est la Suisse qui va aider pour synthétiser le raisonnement. Voilà, alors je n'ai encore pour 1 minute, c'est promis. Quand même pour dire 2 mots sur le Congo belge. Sur le Congo belge, donc à partir de 1908, l'État indépendant du Congo qui s'est fait griller par le scandale des mains coupées, oblige Léopold II ou disons oblige la Belgique à prendre à son compte le Congo, puis ça devient le Congo belge à partir de 1908. Ça va durer jusqu'à 1960, qui est l'année de l'indépendance. Et dans ce contexte-là, donc en 1908, c'est surtout durant l'entre-deux-guerres et en particulier après la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a une présence helvétique qui commence à s'instaurer véritablement au Congo. Donc cette présence, elle est commerciale, je dirais. Il y a des consulats suisses qui sont ouverts, cette fois-ci en Afrique centrale, parce qu'auparavant c'était à Bruxelles. Il y a l'implantation d'entreprises et d'agences commerciales suisses, notamment dans le secteur des mines, par exemple au Katanga. Et il y a aussi des investissements, un certain nombre d'investissements qui sont faits, y compris vers la Belgique. C'est des investissements suisses-belgiques, mais dont le but et puis le résultat est celui de favoriser la commande de marchandises suisses pour le Congo belge. Vous voyez, donc, c'est un peu triangulaire. Et dans tout cela, je terminerai là-dessus, il y a un acteur très intéressant et très mal étudié en histoire suisse qui émerge. C'est un acteur, enfin, c'est une institution qui s'appelle l'Office suisse d'expansion commerciale. C'est un office qui est créé en 1927. C'est un organisme privé, mais avec un mandat public du genre. Vous voyez un peu, il y a plusieurs partenariats publics-privés en Suisse. Pensez à la Poste, au CFF. Voilà, l'Office suisse d'expansion commerciale, ça faisait partie. Il recevait des subventions de la Confédération, etc. Et cet Office suisse d'expansion commerciale, quand même, le nom, il est assez clair dans sa fonction. Voilà, il va collaborer d'une manière stricte, je dirais, avec les différentes entités suisses et agences commerciales et hommes d'affaires qui sont établis au Congo pour favoriser l'expansion de l'économie privée helvétique au Congo. Voilà. Donc, pour résumer, je dirais que malgré tout, le moment de véritable essor de présence suisse au Congo, ça n'arrive pas avec Léopold II et l'État indépendant du Congo, mais ça arrive après qu'il y a eu ces décennies de proximité, où on se rapproche d'investissements avec les sociétés de géo, etc. Mais c'est finalement au XXe siècle, durant la phase du Congo belge, et plus en particulier à partir de cette grosse rupture mondiale qui est la Deuxième Guerre mondiale, c'est à partir de là que Suisse et Congo commencent vraiment à devenir proches, jusqu'à notamment 1960, qui est l'année de l'indépendance. Après, Lisa nous dira. Voilà. Donc, on est en 1960. Finalement. Oui, voilà, on a presque passé un siècle. Et c'est donc l'indépendance politique du Congo. Est-ce que donc tu peux, toi, nous dire comment s'opère cette décolonisation, comment se passent ces premières années, en fait, d'indépendance? Et puis, peut-être après, je te laisserai enchaîner peut-être sur l'arrivée de Mobutu au pouvoir. Comme ça, tu peux... Voilà, Bah oui, alors je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé, ces processus de décolonisation. Mais bon, j'avoue qu'il ne s'agit pas du tout d'une histoire simple, dans le sens qu'il y a beaucoup d'acteurs et acteurs différents qui rentrent en jeu. Il y a des événements à la fois nationaux et internationaux qui influencent aussi cette indépendance et les années après. Et donc voilà, gardez en tête que dans les 5 minutes que j'ai à disposition, je ne vais pas vraiment réussir à tout vous dire, mais je vais quand même essayer d'être assez claire. Quand même. Hein.
J'en peux plus. OK. Trop bien. Donc voilà, comme tu as dit, le Congo, il accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Mais je pense que pour comprendre cette journée de l'indépendance, il faut vraiment remonter en arrière de quelques années, peut-être vers la moitié des années 50. Parce que c'est là que les choses elles commencent à niveau national et international vraiment à bouger. Déjà, il faut parler du contexte international dans lequel on se trouve, car en fait, en 1955, on voit l'entrée dans la scène internationale des pays dits du tiers-monde qui se retrouvent pour la première fois dans une conférence qui sera appelée la conférence de Bandung, où se représentent 29 pays qui viennent d'être décolonisés, qui sont des pays d'Afrique ou d'Asie, et qui décident de ne pas vouloir s'aligner aux deux blocs qui sont en train de se faire la guerre pendant la guerre froide. Donc, cette entrée sur la scène de ces pays nouvellement indépendants est aussi accompagnée par tous les autres pays qui accèdent l'un après l'autre à l'indépendance. Par exemple, en 1958, on voit le Soudan, le Maroc, la Tunisie qui accèdent à l'indépendance. L'année après, on a le Ghana. L'année encore après, en 1958, on a la Guinée. Et bref, c'est vraiment un mouvement d'indépendance qui commence et qui est désormais inarrêtable. Et bien sûr, ces événements internationaux ont aussi de l'influence sur ce qui va se passer au Congo pendant ces années. Car en fait, au Congo aussi, les peuples ils commencent à se mobiliser et à militer activement pour l'indépendance. Et on voit apparaître, par exemple, des manifestes qui réclament l'autodétermination du peuple congolais, où il y a la formation des partis politiques, des mouvements pour l'indépendance. Et il y a bien sûr aussi plein de révoltes qui sont parfois très, très violentes. Et bref, il y a on pourrait dire qu'il y a toute la colère du peuple qui commence à sortir après des années d'oppression, de violence et d'humiliation qui ont caractérisé les moments coloniaux. Et donc, face à tout ça, les Belges, qui restent jusqu'en 1960, la puissance coloniale qui gère les Congo, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose avant que ça pète, disons, et aller vers cette inévitable indépendance de la manière la plus harmonieuse possible. Et donc, c'est sur ces bases qu'ils décident d'organiser la conférence Table ronde de Bruxelles, qui aura lieu en janvier 1960, et qui voit pour la première fois dans l'histoire la participation des élites politiques congolaises qui se retrouvent enfin dans les mêmes tables des élites politiques belges à décider de la structure politique qui va prendre le Congo indépendant. Et donc, on arrive au 30 juin 1960 et tout est prêt. On a organisé des élections, donc on a un premier ministre qui est Patrice Lumumba, peut-être vous le connaissez comme un des hommes symboles de décolonisation, et on a un président qui est Joseph Kasavubu. Donc, dans cette journée, il y a les Congolais et les Belges qui se retrouvent au Palais des Nations à Léopoldville, qui est l'actuel Kinshasa, et qui tiennent des discours qui ont des registres très, très différents. Par exemple, pour décrire cette indépendance, il y a la Belgique qui est représentée par son roi, qui est par ailleurs l'un des successeurs du roi Léopold II, et qui voit la décolonisation comme l'aboutissement de cette mission civilisatrice qui avait été menée par son arrière-grand-oncle. Et donc, il y a ces discours très paternalistes selon lesquels la Belgique elle avait fait les faveurs au Congo de lui donner l'indépendance et que finalement, les Congolais, maintenant, ils étaient prêts à prendre cette indépendance. Et de l'autre côté, on a les Congolais représentés par Patrice Lumumba, qui fait l'un des discours les plus connus encore aujourd'hui, dans lesquels il rappelle explicitement les années d'oppression qui son peuple a dû subir. Et bref, cette conférence, elle fera l'histoire dans le sens qu'elle va être aussi transmise à la télévision dans plusieurs pays et tout. Mais quelques années après cette célébration de l'indépendance, éclate la crise du Congo, qui est l'un des conflits de la guerre froide, pendant lequel Patrice Lumumba il sera assassiné.
Et ces conflits qui voient aussi la participation internationale du bloc occidental, du bloc soviétique, etc., il va durer 5 ans et il se termine avec le coup d'État de Mobutu, qui est soutenu par le bloc occidental. Il débute sa dictature qui va durer plus de 30 ans, qui va être très connue pour être très sanguinaire Bien sûr. et violente, comme toutes les dictatures. Et comment la Suisse alors se positionne-t-elle dans ce nouveau Congo de Mobutu? En fait, les autorités suisses, elles sont assez satisfaites du fait que Mobutu il accède au pouvoir, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, politiquement, même si la Suisse elle se disait neutre et disait de ne pas être impliquée dans la guerre froide, en réalité, elle collaborait avec les puissances occidentales et soutenait cette idée de contenir la montée du communisme dans le monde. Donc, l'arrivée de Mobutu, qui était vu comme un pilier de l'anticommunisme en Afrique, était vu comme une bonne chose, politiquement, si on parle politiquement. En deuxième lieu, économiquement, c'était encore mieux, parce qu'en effet, un leader pro-occidental, il pouvait permettre de maintenir en place ces relations économiques dont Fabio tu nous a aussi parlé, au Congo, et aussi l'implantation des entreprises suisses. Par exemple, Nestlé à la Suisse avait beaucoup d'intérêt au Congo. Donc, ça a aidé économiquement. De plus, il y avait aussi toute la question liée à l'argent de Mobutu, qui se trouvait en grande partie dans les banques suisses, comme par ailleurs l'argent de plusieurs dictateurs. Et si vous ne le savez pas, Mobutu, il était extrêmement riche. Et c'était le cas aussi parce qu'il prenait énormément d'argent dans les fonds publics de l'État congolais. Et donc, la frontière entre, disons, l'argent public congolais et l'argent privé de Mobutu, elle n'existait pas vraiment. Donc, il s'agissait de beaucoup d'argent et c'était de l'argent qui était investi et géré par des banques suisses. Et finalement, on ne peut pas ne pas parler aussi des investissements immobiliers que Mobutu fait en Suisse, comme par exemple la méga-villa Savigny, peut-être vous connaissez parce qu'elle a été vendue il y a quelques années. Et plusieurs manifestations aussi étaient organisées devant cette villa où Mobutu il venait passer ses vacances, etc. Donc, pour résumer, politiquement, économiquement, diplomatiquement, les deux pays, ils avaient de bonnes relations. Mais, et il y avait un mais, il y avait un aspect qui préoccupait particulièrement les autorités suisses. Et c'était la présence d'une diaspora congolaise qui s'organisait politiquement et qui critiquait ouvertement Mobutu depuis la Suisse. Et cette présence, elle était perçue par les autorités suisses comme quelque chose qui aurait pu mettre en danger ces relations économiques qui étaient fructueuses. Et cette opposition qui luttait pour renverser les pouvoirs du dictateur congolais, elle donc résidait et s'organisait ici en Suisse. Et quand je dis qu'elle s'organisait, ça veut dire vraiment qu'il y avait par exemple des partis politiques qui avaient leur siège à Lausanne, comme il me semble que c'était les partis démocratiques et socialistes congolais, dont le siège, oui, était exactement à Lausanne. Donc cette opposition, elle était bien présente et Mobutu, il essayait activement de la surveiller et de la réprimer. Par exemple, à travers l'envoi d'agents secrets dans les ambassades. Et dans ces efforts de surveillance et de répression, Mobutu il demande aussi la collaboration de la Suisse. Par exemple, le ministère public en Suisse il est sollicité plusieurs fois pour surveiller ou empêcher des Congolais connus pour leur activité politique de se réunir. Et dans tout ça, il y a le chef du département fédéral des affaires étrangères en 1987 qui, lors d'une rencontre qui a lieu entre lui et Mobutu, il rassure explicitement Mobutu du fait que la Suisse elle ne sera pas utilisée comme tremplin d'opposition politique. Donc, cette collaboration, elle était assumée. Et dans le concret, pour vous donner des cas, par exemple, à un moment donné, aux années 80, il y a les ministères publics qui interdisent aux Congolais de publier des critiques à l'encontre de Mobutu. Donc, il y avait vraiment une censure qui était parfois mise en place.
Ou encore, les autorités suisses, elles n'hésitaient pas à appliquer une politique d'asile qui était très stricte envers les Congolais, qui, aux années 80, ils étaient très, très refusés par rapport à d'autres nationalités et aussi très, très souvent expulsés de la Suisse. Et ceci, même si parfois ils avaient un statut d'opposant politique qui faisait en sorte qu'ils pouvaient bénéficier du statut de non-refoulement parce que pour les dangers politiques qu'ils couraient au Congo. Donc, pour résumer, oui, les autorités suisses, elles étaient satisfaites du fait que Mobutu soit au pouvoir en raison des relations économiques et politiques qui étaient très prolifiques. Et en même temps, elles ont pris ces mesures répressives à l'égard des opposants congolais. Puis, c'est la dernière chose, puis j'aurais fini, il y avait aussi d'autres aspects qui rentraient en jeu. Moi, en fait, pendant mes recherches, je suis tombée sur cette méga opération du département fédéral de justice et police qui a eu lieu en 1985. Elle s'appelait Automne noir. Et c'était une opération pendant laquelle 59 Congolais avaient été menottés et embarqués dans un avion de force pour être renvoyés au Congo. Et en lisant les échanges internes entre les différents départements, cette opération elle était aussi justifiée comme étant partie d'une politique de dissuasion qui visait notamment à éviter une certaine, entre guillemets, invasion des personnes, les plus souvent personnes qui provenaient d'Afrique subsaharienne, qui étaient perçues comme potentiellement trop incompatibles avec les peuples et la société suisse. Donc, dans tout ça, dans le fait qu'il y avait des relations économiques, il y avait cet enjeu aussi de l'anticommunisme et tout ça, il y avait aussi la question du racisme culturel qui était mis en place et qui faisait aussi partie de cette constellation. Et donc, durant ces différents épisodes, quel a été le rôle joué par Genève finalement? Donc oui, dans tout ce que j'ai mentionné, Genève, elle a joué un rôle, mais je pense qu'avant tout, il faut dire que si dans les années 80, les Congolais ils formaient la plus grande diaspora subsaharienne en Suisse, beaucoup d'entre eux, ils arrivaient précisément à Genève, qui bénéficiait d'une ville à réputation internationale, pilier des droits humains, etc. Et l'opposition politique congolaise elle-même, elle a mené des actions très importantes par ici. Par exemple, en 1982, les militants congolais anti-Mobutu, ils ont occupé la mission permanente du Congo aux Nations Unies, notamment pour protester contre ces régimes perçus comme très injustes et despotiques de Mobutu. Et en fait, pendant cette occupation, ils ont trouvé des documents qui prouvaient vraiment explicitement qu'ils étaient surveillés par les pouvoirs congolais. Imaginez, il y avait même une liste qui était intitulée « Liste confidentielle des opposants à surveiller par la station de Genève ». Donc oui, Genève, c'était un lieu d'opposition où les Congolais s'organisaient, mais c'était aussi un lieu de surveillance. Un autre cas de mobilisation que je pourrais vous citer, c'est la proclamation en 1987 d'un véritable gouvernement congolais en exil, formé par des opposants politiques, qui avait pour objectif de combattre ce régime de Mobutu et qui n'a pas aussi hésité à pointer du doigt la Suisse pour sa collaboration avec le régime. Et dans tout ça, Genève, elle était aussi un lieu où les Suisses elles-mêmes exprimaient leur désaccord vis-à-vis de cette collaboration entre les deux pays. Prenez par exemple les étudiantes en médecine de l'Université de Genève, qui avaient envoyé une lettre au département de justice et de police pour dénoncer des pratiques abusives qui étaient mises en place contre les Congolais qui étaient renvoyés au Congo. Par exemple, l'utilisation des injections de tranquillisants sans consentement, juste pour aider cette renvoi vers le Congo. En somme, quelque chose qui était clairement contraire à l'éthique médicale et qui était bien dénoncé par les personnes qui pouvaient voir tout ça. Donc, pour résumer, oui, Genève a joué un rôle important, à la fois dans l'organisation contre Mobutu, mais aussi dans la répression contre celle-ci et dans la prise des paroles des citoyens et des citoyennes à ce sujet. C'est un peu comme ça qu'il s'est positionné la Suisse. Non, mais tu nous as expliqué ça brillamment, merci beaucoup. On va devoir conclure parce qu'il est déjà
13h10. Est-ce que, je ne sais pas si je vous propose de conclure avec un mot sur les héritages de tout ce passé colonial. Je pense que pourquoi s'intéresser à cette histoire des relations bilatérales entre la Suisse et le Congo? C'est une longue histoire qui démarre. Bon, mon point de départ, c'est avec Léopold II, mais c'est parce que les connaissances historiques, ça commence à partir de là, mais le Congo, il a toute une histoire avant la colonisation. Il faut toujours faire également la distinction des choses. Les pays colonisés ne connaissent pas leur propre histoire à partir du moment de la colonisation. Et de la même manière, cette colonisation européenne, elle ne s'arrête pas au moment de la décolonisation. Et Lisa et puis d'autres intervenants ici, on discute notamment de ces héritages, de cette réalité qui est encore très vivante. Je pense qu'en général, c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire entre la Suisse et le Congo, parce que déjà, ça permet de rendre visible ce qui ne l'était pas auparavant, c'est-à-dire la participation d'un pays sans colonie, sans passé colonial officiel, au système colonial global et au colonialisme en général. Ça, c'est déjà un premier acquis que cette histoire spécifique nous permet de dégager. Et en plus, la deuxième chose, c'est, selon moi, là on a parlé du Congo, on est d'accord, mais il y a d'autres qui ont fait sur l'Algérie, ou Buenos Aires, l'Argentine, ou l'Asie du Sud-Est, etc. Toutes ces histoires qui ont eu lieu dans ce contexte colonial et global, déjà au 19e, parfois même avant, puis ça dure, etc., selon moi, doivent nous pousser à réinterroger, disons, l'histoire nationale suisse, au sens général. Parce que l'histoire nationale suisse a toujours été, ou disons, pendant très longtemps, a été conceptualisée, pensée, racontée d'une façon autocentrée. La Suisse comme îlot isolé du reste de l'Europe et du monde, et qui s'est autoconstruite sur elle-même. Plus récemment, des courants historiographiques, d'études transnationales ont commencé à dire, bon, l'histoire de la Suisse, c'est une histoire connectée en Europe. Il faut la voir, il faut l'analyser, non pas comme une histoire nationale et renfermée sur elle-même, mais avec ses relations transnationales avec l'Europe. Et selon moi, ce genre d'histoire coloniale et postcoloniale font et doivent pousser le regard encore plus loin et commencer à interroger l'histoire de la Suisse comme une histoire globale, tout simplement. La Suisse était partie prenante d'une histoire globale qui reste encore à étudier. Voilà, ça c'est un peu mes jolies conclusions. Tu veux ajouter quelque chose, Lisa, sur les relations postcoloniales, justement, de la Suisse et du Congo et diaspora? Oui, peut-être je vais faire un lien avec ce qui vient d'être dit par Fabio. Mais je pense qu'en général, et c'est aussi la raison pour laquelle on étudie l'histoire, c'est qu'elle nous permet de faire des liens qu'avant on ne voyait pas vraiment, d'aller au-delà de certaines choses qu'on prend par acquises, comme par exemple la neutralité de la Suisse, le fait qu'elle n'était pas impliquée dans des dynamiques plus globales. Et en général aussi, par exemple, dans le cas des relations entre la Suisse et le Congo après la décolonisation, elle nous permet de faire des liens entre des dynamiques comme la politique d'asile, les relations économiques entre Suisse et Congo et des processus d'exclusion et de racialisation qui existent encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça nous permet de construire cette boîte à outils qu'on peut après utiliser aussi pour analyser des choses qui sont liées au présent. Parce que, on est en 2024, mais les choses, elles n'ont pas forcément beaucoup changé pour ce qui sont les relations de la Suisse avec d'autres pays. Elle continue quand même à avoir une politique d'asile qui est parfois inégalitaire et aussi à être en contact avec des pays qui violent les droits humains. Donc, je pense que cet exercice, c'est très, très utile en général pour mieux comprendre les dynamiques présentes. Oui. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous deux. C'était passionnant.
Merci à vous d'être venus nous rejoindre. Et puis on espère vous retrouver, je ne sais plus la date, le 30 mai, pour la prochaine conversation. Voilà.